Bonjour de nouveau. Alors, dans le même ordre d'idées, justement, la capsule d'avant, on a parlé plus ou moins de la question pourquoi les grandes puissances se précipitent actuellement à Damas pour connaître de près cette bizarrerie qui s'appelle Jabhat al-Nusra, qui s'est fait appeler à un moment donné Hayat Tahrir al-Sham, et qui était associé longtemps à une forme de terrorisme de filiation avec Al-Qaïda de Osama Bin Laden, malgré la coupure qui a été faite par le leader du groupe qui a pris le pouvoir actuellement. Bref, ça pose la question qu'on a soulevée dans la première capsule, la question de est-ce que tout, tout ce scénario qui a eu lieu, parce qu'il y a des gens actuellement qui essayent de faire la comparaison entre comment Daesh s'est emparé d'une grande partie de la Syrie et de l'Irak en très peu de temps, et c'était orchestré avec la manipulation du premier ministre irakien à l'époque, Al-Maliki, où l'armée irakienne n'a pas livré bataille. Et on essaye de faire la comparaison avec ce qui s'est passé avec Al-Joulani actuellement, justement pour rappeler à ceux qui ont tendance à oublier que c'est la même source idéologique qui commande les deux. Daesh, Qaïda et Jabhat al-Nusra. Ça demande quelques précisions là-dessus, et ça rejoint également, si les gens essayent de sortir ces anciens arguments, c'est justement la preuve que ça n'a pas été manipulé par les capitales étrangères, ce fait qui est devenu un fait accompli, le fait de débarrasser la planète d'un dictateur comme Bachar al-Assad, et avec lui de la mainmise de Poutine qui était lourde à supporter, et de casser, mais pas en finir ou l'achever, le projet perse iranien d'un empire qui se réclame de l'ancien empire perse de Cyrus le Grand, il y a 2500 ans, plus exactement au VIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, Cyrus le Grand, on l'a évoqué dans les premières capsules, comme quoi l'Iran qui tenait ou qui tient toujours un double discours euh, dans la région, un discours chiite adressé aux Arabes, qui s'appelle le discours de Wilayat al-Faqih, invitant les minorités chiites du monde arabe à porter les armes avec l'appui de l'Iran et de prêter allégeance et servitude volontaire à Khamenei et avant lui à Khomeini, comme quoi ce sont des projets de martyrs qui sont prêts à mourir pour défendre l'empire perse et non pas leur propre pays. C'est le cas, par exemple, de la milice des Houthis au Yémen, le cas des milices chiites en Irak, les milices en Syrie et le cas de Hezbollah au Liban. Et on a dit que ce concept de Wilayat al-Faqih ne fait pas l'unanimité même chez les oulémas chiites. Il y en a qui ne sont pas d'accord et qui sont de haute autorité, des autorités religieuses chiites. À ce niveau,
euh, on a dit que le double discours de l'Iran, c'est qu'on s'adresse aux Arabes pour recruter des gens prêts à mourir avec le slogan de la Palestine. Et jamais on a vu un vrai garde révolutionnaire iranien faire une opération pour libérer Jérusalem. Il envoyait toujours des Arabes à mourir. Lui, il paye. Il paye d'une part et il va à Washington après pour dire, vous voyez, c'est moi qui l'ai envoyé, vous allez traiter avec moi. Moi, le patron. C'est comme ça que ça se passe. Mais celui qui va à Washington, mais qu'est-ce qu'il raconte aux Américains? Il y a un autre discours, qui est perse celui-là, qui n'a rien de chiite et qui est fondé sur la pièce angulaire de ça, c'est Cyrus le Grand. C'est-à-dire, moi, perse, d'abord, je ne suis pas sémite, je suis arien. C'est comme ça que ça se présente. C'est pour ça que Khamenei est prêt à mener des batailles à l'ONU et à l'UNESCO, à son corps défendant, pour ne pas laisser passer le nom de golfe arabe circuler. Pour lui, c'est le golfe persique. Mais si tu es si musulman que ça, tu dois admettre que les musulmans ont libéré des Perses il y a 1400, il y a des siècles de ça. Sur quel pied danser? Ça ne marche pas, cette affaire. Et deuxièmement, de dire que ce fameux Cyrus, non seulement il a fondé un grand empire qui s'est emparé de l'ancien empire encore plus ancien, c'est l'empire de Babylone, mais il a sauvé le peuple juif qui était en déportation. Et ça, c'est un argument qui compte. Surtout aux États-Unis et surtout dans les milieux des évangélistes qui, eux, ont une certaine lecture de la Bible et de la Torah tout à fait à leur façon et qui considèrent que la terre promise, c'est bien Israël et que le peuple élu, c'est le peuple juif. C'est-à-dire, on les appelle, c'est pas pour rien qu'on les appelle les sionistes chrétiens. Que ce soit catholiques ou protestants. À l'origine, c'était beaucoup plus répandu parmi les protestants. Maintenant, comment il s'appelle, le président actuel, qui s'est rendu en Israël pour soutenir Netanyahou, il a dit on n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste. Je suis sioniste. Biden, il l'a dit carrément. Et dans cette optique, le schéma qu'on essaye d'étudier les grands traits de ce schéma d'un orientalisme biblique, du talmudique, si vous voulez, c'est-à-dire qui donne aux États-Unis des lunettes avec lesquelles elle lit cette région du monde qui est le Proche-Orient, est une lecture partiale dès le départ, c'est-à-dire pour eux, ça pose plein de questions qui sont, chaque question mérite d'être étudiée à part. Première question, juste pour rappeler, dans ce cas, si on est tous les fils d'Abraham, les Juifs et les Arabes, et qu'en est-il
des descendants d'Ismaël. Est-ce qu'il fait partie du peuple élu ou pas? Ou bien on l'a exclu parce qu'il est arabe? C'est fou ces histoires. C'est le fils de Hajar. On nous présente la chose comme quoi Abraham aurait pris une servante égyptienne. Depuis quand il est arrivé en Égypte en conquérant pour avoir des servantes? Ensuite, on nous dit que Cyrus en question, c'est le plus grand empereur que l'humanité ait connu. C'est un peu mal connaître ou mal étudier l'Antiquité. On n'est pas des enfants de cœur en la matière. Il y a des gens, même en Israël actuellement, qui remettent en question tous les mythes fondateurs du sionisme de l'État et des Juifs, du genre Shlomo Sand, par exemple, qui a écrit le fameux livre Comment le peuple juif a été inventé. C'est un prof en Israël, prof d'histoire, très sollicité en France. Il y en a à Rohmer également, qui a une chaire au Collège de France pour les études bibliques. C'est ce qu'on appelle les nouveaux historiens d'Israël, que les Arabes ont intérêt à lire et à connaître, parce qu'ils sont bien argumentés, et ce n'est pas des gens qui racontent des mythes. Troisième élément, puisqu'on parle d'Antiquité, à quand remonte ce monsieur Cyrus? D'après Hérodote, qui a écrit le début de l'histoire, ou la naissance de l'histoire selon Châtelet, c'est autour de 538, c'est-à-dire le VIe siècle, qu'il a pu conquérir Babylone. C'est peu de temps en matière d'antiquité. Babylone, ça remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ, là. De quoi on parle? C'est exactement comme les Grecs qui viennent nous raconter leur salade, qu'ils ont tout inventé avec Périclès au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors que tous les philosophes, jusqu'à Socrate, chez les Grecs, ont fait leurs études soit en Égypte, soit à Babylone, y compris Thalès et Pythagore. Donc, c'est une façon de décrire l'histoire qui est... Personne n'écrit plus l'histoire de cette façon. Et ça a été reconstruite, cette histoire, rétroactivement, des siècles après, par ce qu'on appelle le Shahnameh. Shahnameh, ça veut dire le livre des rois. Ça remonte au XIIe siècle ou Xe siècle, après Jésus-Christ. Et ça a été écrit par un arabe de Al-Ahwaz, chiite ismaélite, qui s'appelle Ferdowsi, et qui était l'ami d'Avicenne, qui lui est ismaélite également. Il raconte l'histoire de l'humanité comme éloge de l'histoire du grand empereur, là, par référence à Cyrus. C'est bizarre. Et ce livre-là a beaucoup d'importance dans la mémoire collective des Perses. C'est comme l'Odyssée chez les Grecs. Donc, il y a le fameux historien
d'origine française, celui-là. Jean Bottero, plus celui qui a coédité avec lui Kramer, qui ont étudié la Mésopotamie, qui ont passé leur vie à faire des fouilles archéologiques. Ben, un de ces bouquins qui te dit la naissance de Dieu dans son étude de la mythologie babylonienne. Et c'est lui qui a traduit l'épopée de Gilgamesh en français, qui contient presque tous les événements qui sont racontés par la Bible, et qui est plus ancienne que la Bible, y compris le déluge. Il se trouve que cette vision d'un Proche-Orient composé que des minorités est un projet qui se recoupe avec d'autres motivations. Par exemple, on connaît très bien, pour l'avoir longuement étudié, l'orientalisme français au moins jusqu'au XIXe siècle, était fondé, cet orientalisme français, sur justement une vision de recoller des minorités et de redonner de la vie à tout ce qui est minoritaire dans l'Empire ottoman. Et c'est pour ça que les Français, en arrivant en 1918, après la Première Guerre mondiale en Syrie, ils ont divisé la Syrie en 5 États. Ils ne sont pas loin du schéma actuel, là, talmudique. C'est-à-dire, ils ont donné aux Alaouites un État à part, aux Druzes un État à part, Al Jazeera, ce qu'on appelle Al Jazeera, qui correspond à la région des Kurdes actuellement de la Syrie, un État et 2 États pour les sunnites, Alep et Damas. Et le Liban, c'était en prime pour les maronites. Tout ça, c'est la fabrication de la France, de l'orientalisme français, qui se recoupe. C'est pour ça qu'ils viennent ramasser les pots cassés maintenant. Les Français, à commencer, sauf que la France, je ferai peut-être une capsule sur ça, sur la lecture française qui est passée d'une complicité avec le discours chiite dominant pendant tout le règne des Moullas en Iran. Et après, M. Macron qui change de veste avec le changement de rapport de force. C'est-à-dire il a fait le mauvais calcul qu'en tuant Nasrallah, c'est fini l'influence de l'Iran. Et donc, il est temps maintenant de se quitter le bateau qui coule pour ressusciter l'ancien projet de la France d'un grand Liban maronite. Et il se trouve que contre son analyse, il n'y a pas eu de vacances de pouvoir. Là. Il est en dispute avec plein d'acteurs actuellement qui veulent la même chose. Et ça se concentre, cette chose, à la présidence de la République au Liban, qui n'a jamais été libanaise. Jamais un président libanais n'a été élu au Liban. Entre Marab de Samir Jaja et Jouni de je ne sais pas qui. Ça se passe ailleurs. Merci.